Alors, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Aujourd'hui, le 4 décembre déjà. Donc, on se joint aujourd'hui à René Wilson, qui est membre de l'équipe Prom Pérou, qui est le bureau de tourisme du Pérou au Québec. Entre autres sujets qui seront abordés aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour de la destination, un aperçu général du Pérou. Et on va, excusez, René va nous faire voyager à travers les principales régions touristiques du Pérou. Donc, on va rêver et voyager un peu. Donc, pour la période de questions, on va dédier à la fin du webinaire une période. Donc, quand le moment va être venu, soyez prêts à ouvrir vos micros. Donc, à lever la main, on pourra vous donner accès à vos micros ou encore à poser vos questions dans l'outil de chat. Donc, René se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je ne prends pas plus de temps, je cède la parole à René et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Dominique. Merci pour la présentation. Et puis, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Ça va me faire plaisir de vous parler de cette belle destination. Comme vous pouvez voir à travers ma fenêtre, le Machu Picchu. Donc, je voulais vous mettre dans l'ambiance ce matin. Alors, on dit rêver maintenant, voyager prochainement. Comme Dominique vous disait, je vais commencer avec une petite mise à jour. Donc, je fais avancer ma présentation. On clique ici. Voilà. Oups, c'est allé un petit peu trop vite. Je recule. Bon, voilà, ma petite mise à jour. Donc, évidemment, à cause de la COVID et tout ça, il y a des bonnes nouvelles quand même au Pérou. Le Pérou a reçu le So Safe Travels du World Travel and Tourism Council. C'est le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Et ce que ça dit, ça, c'est qu'en fait, certaines destinations comme la ville de Cusco, le Machu Picchu, la vallée sacrée peuvent accueillir des visiteurs en toute sécurité et selon les protocoles de l'Organisation mondiale de la santé. Présentement, le Pérou, d'ailleurs depuis le début novembre, reçoit des vols internationaux, donc on peut aller au Pérou. Il y a des vols qui nous permettent d'y arriver. Et présentement, pour pouvoir aller au Pérou, ça prend un test PCR négatif qui a été fait 72 heures avant le départ. Évidemment, c'est important de rester à l'affût parce que, bon, au fur et à mesure que le temps avance, les mesures seront allégées. Et voilà. Et l'avantage aussi, c'est que lorsque les gens arrivent au Pérou, il n'y a pas besoin de quarantaine. Donc, voilà pour ma mise à jour. Et puis maintenant, je vais vous amener vous donner un petit aperçu géographique de la destination. Alors, le Pérou, en fait, c'est le 3e plus grand pays d'Amérique du Sud. Le pays se divise en 3 principales régions. Alors, il y a la côte. La côte, c'est l'endroit où vit la majorité de la population. Alors, c'est une longue bande qui longe l'océan Pacifique. C'est une section qui est un petit peu plus désertique. Et c'est là qu'on arrive lorsqu'on arrive à Lima. On est déjà sur la côte. Maintenant, la région montagneuse est dominée par la cordillère des Andes. Dans la cordillère des Andes, on retrouve une montagne qui est la 4e plus haute montagne d'Amérique du Sud, le mont Huascarán, avec des pics enneigés. Et puis, pour une destination qui est très diverse, là, on a la forêt amazonienne. Donc, la forêt amazonienne, de l'autre côté de la cordillère des Andes, on se retrouve dans une forêt tropicale très, très dense et ça représente quand même 60% du territoire. Maintenant, au niveau de la distance, par exemple, un peu pour vous donner une idée, si on partait du nord au sud en longeant la côte, la longue bande jaune qu'on voit, c'est un petit peu la distance entre Montréal et Miami si on faisait cette distance-là en voiture. Donc, peut-être 2500 km environ de longueur. Maintenant, de par sa topographie, évidemment, les gens
veulent souvent savoir, ben, c'est quand le meilleur temps pour y aller. En fait, il n'y a pas de meilleure période parce que justement, le pays il y a tellement de grande diversité au niveau des climats que selon la période à laquelle on y va, ben on peut choisir la région qu'on va visiter. C'est toujours plus sec sur la côte. En région montagneuse, évidemment, ça va être plus froid. Puis dans la forêt amazonienne, généralement, ben, c'est assez humide et puis très chaud aussi. C'est sûr que les saisons sont à l'envers des nôtres parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Donc, nos mois les plus froids, c'est le mois de janvier-février. Ben, eux, leurs mois les plus froids, c'est le mois de juillet-août. Mais en fait, c'est pas très, très froid selon la région où on est. Mais c'est que si, par exemple, on va en montagne, ça va être un petit peu plus frais, évidemment. Et il faut s'habiller plus chaudement. Lorsqu'on va au Pérou, il faut généralement plus s'habiller en pleurs d'oignon parce que lorsqu'on arrive à Lima, le climat est assez constant. Ça va varier selon les saisons entre 15 et 20 degrés. Donc, c'est très agréable. Mais dès qu'on va dans le coin, si on va au Machu Picchu, c'est sûr qu'on va passer par Cusco. Et Cusco, on est à 3400 mètres d'altitude. Donc, c'est sûr qu'en se levant le matin, il va faire froid. Donc, faut s'habiller plus chaudement. Et puis, ben, dans la forêt amazonienne, ben, ça, c'est sûr qu'il faut être habillé de façon très légère parce qu'il fait très chaud. Donc, c'est un peu pour vous donner une idée du type de température, de climat et de topographie qu'on retrouve dans le pays. Alors, maintenant, on va commencer par Lima. Lima, qui est la capitale, alors que, comme je vous disais, c'est sur la côte du Pacifique. On est à très basse altitude, évidemment. On est sur le bord de l'eau. Lima, c'est quand même une ville moderne. C'est la porte d'entrée pour aller au Pérou. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la ville de Lima. Donc, faut pas voir la ville juste comme un endroit où arriver pour s'en aller tout de suite ailleurs. La ville a quand même un centre historique important qui fait partie justement de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même plusieurs choses à voir, à visiter. Puis, ben, le centre historique qui est plus colonial, parce que c'était construit quand les Européens, les Espagnols sont arrivés, mais bien avant les Espagnols, il y a eu beaucoup de cultures qui sont passées par le Pérou, dont les Incas, mais bien avant les Incas. Donc, on retrouve aussi des vestiges de cultures anciennes à travers toute la ville. Et donc, c'est encore une des raisons pour lesquelles on peut faire encore plusieurs choses à Lima avant de s'en aller directement visiter les autres parties du pays. Puis aussi, il y a une autre raison pour laquelle on veut rester un petit peu plus de temps à Lima, c'est que Lima, c'est la capitale gastronomique des Amériques. C'est la capitale gastronomique, d'une part, parce qu'il y a une grande biodiversité. C'est pour ça que je vous ai montré la carte, la topographie qui change beaucoup d'un endroit à l'autre. Puis c'est un des pays où on retrouve la plus grande variété d'écosystèmes. On retrouve au Pérou 70% des écosystèmes de la planète. Ce qui fait qu'ils ont des produits qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs. Et puis, il y a des chefs du monde entier qui sont allés s'installer là-bas pour ouvrir des écoles de cuisine. Il y a des restaurants réputés. Sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde, 3 de ceux-ci sont situés à Lima. Et puis aussi, à cause du mélange de cultures qu'il y a eu au Pérou, évidemment, il y a eu les Européens, les Africains, les Asiatiques et aussi la culture andine a fait en sorte que ça crée une espèce de cuisine fusion. Donc, il y a des produits vraiment hallucinants qu'on peut retrouver là-bas, puis on peut vraiment décider de faire une tournée gastronomique, que ce soit à Lima ou partout ailleurs dans le pays. Il y a des tours opérateurs locaux qui peuvent justement offrir des circuits un petit peu différents des circuits classiques. C'est le genre de choses que vous pourriez suggérer à vos clients parce qu'on sait que les Québécois aiment bien manger et puis peut-être avoir un volet gastronomique à un circuit, ça peut rendre le séjour encore plus intéressant. Donc, je continue. Là, je sais que c'est l'heure du lunch, puis je suis en train de vous donner un peu l'eau à la bouche.
Puis aussi, en passant, je voulais juste rajouter, à cause de la biodiversité, au Pérou, on retrouve plus de 3000 variétés de pommes de terre. Là, je parle juste des pommes de terre. Mais si on va dans les marchés là-bas, on peut aller dans les marchés avec un chef et puis retrouver des produits justement qu'on n'a jamais vus. Puis les chefs vont pouvoir démontrer aux gens de quelle façon cuisiner ces produits-là. Donc, ça devient vraiment un séjour intéressant. Et au niveau culturel, ben, ça donne la chance de connaître un peu aussi la cuisine péruvienne des temps anciens aussi. Alors, bon, on va juste voir ici. On continue. Maintenant, on s'en va un petit peu plus au sud. Au sud de Lima, il y a le département de Ica. C'est à peu près à 4 heures de route au sud. Et puis, ben, c'est dans ce département-là qu'on retrouve Paracas, Nazca et ses lignes, les fameuses lignes de Nazca. Juste à côté de Paracas, on a la ville de Pisco. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Pisco. Le Pisco, en fait, c'est une eau de vie faite à base de raisin. Là, on voit sur la photo le vignoble. Parce qu'on est dans l'hémisphère sud, eux, leurs vendanges sont au mois de février-mars, donc un peu à l'envers d'ici et en Europe. Et puis, ben, je vous ai mis la photo d'un pisco sour, qui est vraiment le cocktail par excellence que les gens vont déguster au Pérou. C'est fait à base de pisco, de jus de lime et de blanc d'œuf. Et puis, je suis certaine que si vous allez sur Internet, vous allez trouver la recette pour vous pratiquer. Et puis, peut-être ce soir, un petit cocktail 5 à 7 avec un pisco sour. Vous pouvez trouver du pisco d'ailleurs à la SAQ si jamais ça vous intéresse. Donc, on continue. Toujours dans le même secteur. Donc, Paracas, c'est aussi une réserve nationale. Et à l'intérieur de cette grande réserve nationale-là, on retrouve les îles Ballestas. Les îles Ballestas sont situées seulement à 1h30 de route en bateau à partir de Paracas et on les appelle les Galapagos du Pérou. C'est quand même agréable de savoir qu'en seulement 1h30, on va retrouver un environnement avec une faune absolument incroyable. Et la raison pour laquelle il y a une faune aussi riche dans ce secteur-là, c'est que tout le long de la côte, il y a un courant d'eau qui s'appelle le courant Humboldt. Et puis, ce courant-là c'est un courant d'eau froide et ça amène énormément de plancton. Puis à cause de cette quantité de plancton-là, on retrouve beaucoup de poissons, beaucoup de mammifères marins. Là, on voit des lions de mer, mais il y a des pingouins. Il y a une faune ailée absolument extraordinaire. Donc, c'est une magnifique excursion à faire pour les gens qui aiment la nature. Et en fait, sans voir aller trop loin et avoir tout ça à portée de la main parce que c'est pas très loin de Lima. Donc, on poursuit. Dans le même département de Ica, on retrouve aussi Nazca, les fameuses lignes énigmatiques de Nazca. On dit énigmatiques parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi elles ont été faites. Il y en a qui datent de plus de 1500 ans. Et puis, pour les voir, ben, la meilleure façon de les voir, c'est en avion. À un moment donné, il y en avait une trentaine. Je pense que maintenant, ils en ont découvert plus d'une centaine. Puis d'ailleurs, il y a à peu près un mois, ils ont découvert un nouveau, on appelle ça des géoglyphes. C'est un géoglyphe qui est en forme de chat. Ils l'ont un peu nettoyé parce que des fois, c'est moins évident à voir, là. Mais c'est vraiment, les survolants en avion, c'est vraiment spectaculaire. Puis pour les gens qui veulent pas prendre un petit avion pour les survoler, sur la route panaméricaine, il y a une espèce de plateforme, c'est à peu près 45 pieds de haut, et on peut monter sur la plateforme et on peut voir un des multiples géoglyphes qu'on retrouve dans le secteur de Nazca. Donc, il y a tout ce côté mystérieux qui rend ça vraiment intéressant. Maintenant, on s'en va un petit peu plus au sud, dans le département de Arequipa. On retrouve la ville d'Arequipa. C'est la deuxième ville en importance au Pérou après Lima en termes de population. Alors, c'est une ville qui est en montagne. C'est une ville qui est entourée de volcans. On appelle aussi Arequipa, on l'appelle la ville blanche parce que la plupart des bâtiments dans la ville ont été faits de pierres volcaniques blanches.
On voit le volcan El Misti qui est juste derrière le bâtiment qu'on voit devant nous. C'est une ville qui est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de son architecture et aussi il y a un monastère. En fait, c'est plus un couvent. C'est le couvent de Santa Catalina qu'on voit sur la photo là, avec couleur un petit peu orangée. C'est le plus grand bâtiment religieux qu'on retrouve au Pérou et c'est le plus grand couvent dominicain qui existe. Alors, c'est un petit peu une ville dans la ville. C'est vraiment très intéressant à visiter. Donc, c'est parmi les différentes choses qu'on peut faire à Arequipa. Et Arequipa aussi, c'est la porte d'entrée pour aller au fameux canyon du Colca. Pour les gens qui aiment la nature et qui aiment le tourisme d'aventure, le canyon du Colca s'étend sur à peu près 100 km de long. Puis, il est 2 fois plus profond que le fameux Grand Canyon qu'on connaît. Or, c'est vraiment l'endroit idéal aussi si on veut voir le fameux condor. Le condor, c'est le plus gros oiseau dans l'hémisphère ouest qui est capable de voler. En fait, il pèse 10 kg et puis ses ailes d'un bout à l'autre, c'est à peu près 3 mètres de long. Donc, c'est très spectaculaire de voir le condor voler. Et aussi, en direction du canyon du Colca, on passe une réserve où est-ce qu'on peut voir des vigognes. Elles sont protégées. On les voit sur la photo ici. Les vigognes, c'est dans la même famille que le lama et l'alpaga. Elles sont protégées. Dans cette famille-là, comme je vous dis, le lama, l'alpaga est très, très connu et reconnu pour sa laine. Se ressemble quand même à la vigogne. Et puis, on utilise sa laine dans des textiles très haut de gamme. D'ailleurs, on dit que la laine d'alpaga, elle est beaucoup plus chaude, beaucoup plus soyeuse et beaucoup plus résistante que la laine de mouton. Donc, c'est parmi les choses que les gens vont bien aimer rapporter en souvenir lorsqu'ils reviennent à la maison. Maintenant, on s'en va encore plus en altitude. On s'en va à Puno, sur les abords du lac Titicaca. Quand je vous parle d'altitude, Puno se situe à peu près à 3800 mètres d'altitude. C'est le lac navigable à la plus haute altitude au monde. Et puis, sur le lac, il y a des différentes îles. Les îles qu'on peut visiter, par exemple, il y a les îles flottantes des Huros. Ce sont des îles faites de main d'homme, en fait. Ce sont des îles qui sont faites avec du roseau. Ils appellent ça totora. Et puis, ils vivent sur ces îles-là. Ça fait depuis l'époque des Incas que ces îles-là existent. Et puis, la raison pour laquelle les Huros avaient fait ces îles-là, c'était vraiment pour se protéger des Incas à l'époque. Mais ils vivent encore de façon traditionnelle sur ces îles-là. Et puis, c'est vraiment intéressant à visiter au niveau culturel et ils enseignent aux gens comment ils construisent les îles, comment ils construisent leur bateau fait de roseaux aussi. Alors, Puno aussi, c'est la capitale folklorique du Pérou. C'est probablement l'endroit où on retrouve la plus grande quantité de festivités dans tout le pays. Puis d'ailleurs, à la fin du webinaire, je vais vous donner quand même les coordonnées avec les sites web pour aller chercher de l'information. Et vous avez accès à un calendrier. Et dans ce calendrier-là, vous pouvez mettre les dates lorsque vous allez au Pérou, les dates pendant lesquelles vos clients vont voyager et choisir les régions. Puis à ce moment-là, ça va vous donner exactement quelles sont les fêtes qui vont avoir lieu au moment de votre passage ou du passage de vos clients à Puno. Donc, et aussi ailleurs au Pérou. Donc, c'est toujours intéressant de savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer, puis comme ça, on peut mieux organiser son voyage. On change de région. Alors, on est rendu à Cusco. Évidemment, Cusco, c'est vraiment la destination touristique la plus importante du Pérou. C'est surtout parce que c'est la porte d'entrée pour aller à Machu Picchu. Et puis, c'est aussi le siège de l'Empire Inca.
Cusco, c'est une ville absolument magnifique, c'est une ville magique. C'est une ville aussi qui est en altitude. Cusco est située à 3400 mètres d'altitude. Et pour vous parler justement d'altitude, des fois, ça arrive que les gens peuvent avoir peur d'avoir le mal des montagnes. On suggère aux gens qui sont pas habitués à l'altitude que lorsqu'ils arrivent à Cusco, surtout, généralement, on arrive de Lima. Donc, Lima, on est au niveau de l'océan. Puis tout d'un coup, on atterrit puis on arrive à Cusco. Donc, on dit aux gens de prendre des repas légers, de ne pas prendre d'alcool, de boire plus d'eau, puis d'y aller tranquillement la première journée lorsqu'on arrive à Cusco. Par contre, beaucoup de tours opérateurs vont tout de suite partir de Cusco pour s'en aller en contrebas dans la vallée sacrée parce que c'est à peu près 1000 mètres plus bas. Puis comme ça, les gens ont plus de temps de s'acclimater à l'altitude. Donc, parlant de vallée sacrée, la vallée sacrée, c'est le long de la rivière. On dit que c'est une vallée, donc c'est la rivière Urubamba qu'on retrouve en contrebas et c'est cette rivière-là qu'on va longer lorsqu'on visite la vallée sacrée. Et tout le long de cette vallée-là, on retrouve des vestiges des Incas. On voit sur la photo ici à droite, ce sont les mines de Maras. Des mines de sel, donc ce sont des mines de sel à ciel ouvert qui existent depuis l'époque des Incas. Et on va sur place, on visite, on peut même acheter du sel aromatisé avec des plantes qu'on retrouve particulièrement au Pérou. C'est une belle visite. En haut, vous avez Moraï. Moraï, c'est on appelle c'est un laboratoire agricole. Les Incas étaient très avancés au niveau de l'agriculture, puis ils faisaient des tests avec différents types de plantes et chaque palier représente 1 ou 2 degrés Celsius de différence. Puis comme ça, ils pouvaient voir quelle plante poussait le mieux à quelle altitude. Donc, en fait, on n'a rien inventé. Là, ils étaient vraiment très avancés de ce côté-là. Et puis, la photo qu'on voit en bas à gauche, c'est une forteresse Inca qu'on retrouve dans le village de Ollantaytambo. Donc, là, je vais vous montrer une carte de la vallée sacrée. Peut-être que vous pouvez voir ma petite flèche. Cusco est ici. Alors, vous avez la ville de Pisac. En fait, c'est un petit village de Pisac qui est vraiment reconnu parce qu'il y a beaucoup d'artisanat local qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc, on est dans la vallée sacrée. On longe cette route-ci. Et puis, Maras, les mines de sel sont ici. Moraï, le laboratoire agricole. Et la ville d'Ollantaytambo, qui est juste ici. Donc, pour aller au Machu Picchu, normalement, les gens, justement, vont faire l'excursion jusqu'à Ollantaytambo en bus, en autocar. Et pour aller à Machu Picchu, Machu Picchu, c'est juste au pied de ce qu'on appelle Aguascalientes. Ça porte aussi le nom de Machu Picchu Pueblo. Et pour s'y rendre d'Ollantaytambo, normalement, vu qu'il n'y a pas vraiment de route en ligne droite, on prend le train. Il y a différentes catégories de trains. Il y a un train qui s'appelle le Vistadome où on a une magnifique vue qui est tout vitrée, puis on peut voir les montagnes enneigées autour de nous tout en longeant la rivière Urubamba. Et il y a un train qui s'appelle le Hiram Bingham, qui est vraiment le train de luxe où on vous sert avec des gants blancs. Tout est en bois à l'intérieur, puis vous avez à l'arrière, vous avez le bar et puis on peut, il y a une porte qui donne sur l'extérieur et on peut voir le paysage et respirer l'air frais. Donc, c'est le trajet qu'on fait normalement pour aller à Aguascalientes. Ça se fait en train à partir d'Ollantaytambo. Sinon, l'autre façon, c'est d'y aller à pied. Donc, un petit peu plus loin, à peu près dans ce coin-ci, dépasser Ollantaytambo, c'est ce qu'on appelle le fameux chemin de l'Inca. Donc, c'est un chemin que les gens font à pied, les gens qui aiment faire du trekking, pour se rendre directement jusqu'à Machu Picchu. C'est à peu près 45 km. Ça s'étend généralement sur 4 jours. Et puis, il y a différentes dénivellations, mais ce sont les premiers généralement arrivés sur le site de Machu Picchu le matin au lever du soleil. Il y
Évidemment, le chemin de l'Inca, c'est probablement le trek le plus populaire au Pérou et c'est quand même contingenté. Il ne peut pas y avoir plus que 500 personnes par jour sur le sentier. Mais il y a quand même d'autres possibilités. Puis on voit ici sur la carte, vous avez le Salcantay. Donc, il y a aussi une façon d'arriver au Machu Picchu à partir du Salcantay. Et il y a aussi, vous avez le Choquequirao. On peut aller du Choquequirao jusqu'au Machu Picchu, mais en fait, le Choquequirao, je vais vous montrer sur une photo juste après, c'est la petite sœur du Machu Picchu. Donc, j'avance pour vous montrer un petit peu plus. Évidemment, on voit ici Machu Picchu, qui veut dire le vieux pic en quechua. Machu Picchu a été construit par les Incas aux alentours de 1450. Les Espagnols sont arrivés au Pérou en 1533 à peu près, mais ils l'ont jamais découvert. C'est un archéologue américain du nom de Hiram Bingham qui l'a découvert en 1911 et puis c'est à cause de ça aussi maintenant qu'on peut aller au Machu Picchu. Mais évidemment, il y a d'autres sites au Pérou et puis les Incas étaient partout dans le pays. Et puis, quand je vous parlais de la petite sœur de Machu Picchu, Choquequirao, il y a souvent des gens qui veulent faire des treks, mais qui veulent peut-être pas nécessairement aller à un endroit qui est peut-être aussi connu, touristique. Mais en fait, Choquequirao est presque plus grand que le Machu Picchu. C'est juste qu'une partie du site archéologique est encore sous la brousse, mais on voit que le paysage est tout aussi fantastique. Donc, il y a différentes options pour les gens qui veulent être un petit peu plus en dehors des sentiers battus. Puis pour aller à Choquequirao, ben c'est pas contingenté. C'est-à-dire qu'il y a pas ça prend pas un permis puis avec un nombre limite de personnes par jour qui peuvent aller sur le sentier. Donc, c'est une belle alternative. Maintenant, on sort du secteur de Cusco, Machu Picchu et souvent les gens, dépendamment du temps qu'ils ont, beaucoup de tour opérateurs vont avoir des options d'aller passer 2 ou 3 jours dans l'Amazonie. Donc, en fait le sud de l'Amazonie, Madre de Dios, c'est le département, et puis Puerto Maldonado, ben, c'est la ville où on atterrit. Donc, on part de Cusco en avion, c'est à peu près 1 heure en avion, mais de Cusco, on survole les montagnes, les glaciers, puis tout d'un coup, on voit un paysage de rivières sinueuses brunes à travers une végétation verte très, très, très dense. C'est vraiment spectaculaire. Le contraste en 1 heure de vol est vraiment fantastique. Et puis, ben, on se retrouve dans un paysage de forêt tropicale dense. C'est vraiment le site idéal pour les gens qui aiment la nature, pour les gens qui veulent faire de l'observation d'oiseaux. Il y a une réserve, la réserve Tambopata, qui est dans le secteur de Puerto Maldonado. Et puis, on dit que c'est là qu'on retrouve la plus grande variété de papillons au monde. Quand on se promène dans les sentiers, s'il y a des petites flaques d'eau, des fois, on va voir des centaines de papillons qui vont être en train de boire dans ces flaques d'eau. C'est vraiment hallucinant comme paysage. Et puis, le type d'endroit où on reste lorsqu'on est dans ces secteurs-là de l'Amazonie, ben, c'est généralement des lodges. Et puis, il y a des lodges où est-ce qu'il y a des chambres qui sont sur pilotis, qui sont entourées de moustiquaires. Donc, la nuit, on peut, c'est-à-dire, ben, surtout au lever du jour, on peut entendre la nature qui se réveille. Puis, c'est vraiment hallucinant comme feeling. Donc, j'ai parlé du sud. Le sud, c'est vraiment le circuit classique. Les gens vont dans le sud du Pérou, surtout parce qu'ils veulent découvrir Machu Picchu, puis en même temps, ils vont aller voir que ce soit Arequipa, que ce soit Puno, que ce soit Puerto Maldonado. Maintenant, le nord du Pérou est peut-être un peu moins connu parce que un petit peu moins touristique, mais reste que, évidemment, de plus en plus, les baby boomers voyagent dans des destinations pour découvrir, ils sont intéressés par la culture, par l'histoire.
Et puis, souvent, ils ont plus de temps aussi. Donc, pour quelqu'un qui a un petit peu plus de temps, ça vaut la peine d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a un petit peu en dehors des circuits les plus classiques. Et puis, juste à 3 heures au nord de Lima, on a une ville qui s'appelle Caral. C'est la ville sacrée. On l'appelle la ville sacrée de Caral. C'est la plus vieille cité des Amériques. C'était construit il y a 5000 ans. Donc, au même moment où on construisait les pyramides en Égypte, on construisait cette ville qui est immense et puis c'est un des sites archéologiques les plus importants du Pérou. Donc, ça vaut la peine de, des fois, passer un petit peu plus de temps, quitte à faire quelques excursions à partir de Lima. Et la partie nord du Pérou, on appelle ça, c'est la route Moche. Donc, on est le long de la côte. La ville de Trujillo, la ville de Chiclayo sont des villes connues. Trujillo, c'est la 3e ville en importance au Pérou. Donc, il y a Lima, il y a Arequipa et Trujillo en fait de population. Et puis, on l'appelle la route Moche parce que il y a beaucoup de civilisations qui ont foulé le sol du Pérou bien avant les Incas. Les Incas, on les a connus parce que lorsque les Espagnols sont arrivés au Pérou, les Incas étaient là, mais les autres civilisations qui étaient là bien avant, on peut connaître leur histoire à cause des fouilles archéologiques. Et dans le secteur nord, le long de la côte, il y a énormément d'endroits justement pour connaître un petit peu plus l'histoire ancienne de ce pays-là. Et puis, justement, tout près de Trujillo, vous avez Chan Chan. C'est la plus grande ville précolombienne. Elle est faite d'adobé. L'adobé, ce sont des briques de terre séchée. C'est vraiment immense et c'est vraiment un endroit qui vaut la peine d'être visité. Vous avez pas tellement loin de Chan Chan, aussi près de Trujillo, vous avez le Temple du Soleil et de la Lune. Si jamais il y a des gens qui ont lu Tintin et le Temple du Soleil, ben, peut-être que ça va vous rappeler des beaux souvenirs. C'est vraiment un site qui est magnifique. Puis si on continue un petit peu plus au nord, pas loin de Chiclayo, on a le musée des tombes royales de Sipan. Les tombes royales de Sipan, c'est qu'ils ont trouvé en 1987, c'était une des plus grandes découvertes qui a été faite à l'époque en Amérique du Sud. Ils ont découvert les restes d'un seigneur de Mochica, donc de cette civilisation-là. Et le seigneur de Sipan, on a trouvé ses restes et tous les ornements qu'il y avait dans la tombe. Et puis, on en a fait un musée. Donc, partout dans le nord du Pérou, on retrouve des sites, des pyramides, on retrouve des sites archéologiques et on retrouve beaucoup de musées. Donc, je ne vais pas tous vous les nommer, mais c'est au moins pour vous donner une idée qu'au niveau de la culture et l'histoire, il y a énormément de choses à découvrir lorsqu'on va aussi dans la partie nord du Pérou. Maintenant, toujours dans le nord, mais dans la partie de la forêt amazonienne, dans le plus grand département du Pérou, qui s'appelle Loreto, on retrouve la ville d'Iquitos. La ville d'Iquitos, il y a les deux seules façons d'y arriver, c'est soit par voie fluviale ou par avion. Donc, c'est à peu près à 1 heure et quart d'avion de Lima. Et évidemment, ben, c'est vraiment la porte d'entrée pour les gens qui veulent faire des croisières fluviales. Il y a différentes compagnies de croisières qui font les croisières à partir d'Iquitos le long du plus long fleuve de la planète. Alors, Iquitos, c'est sur les abords de la rivière Amazon. C'est vraiment spectaculaire. Encore une fois, au niveau de la biodiversité, et je le répète, on retrouve justement au Pérou 70% de tous les écosystèmes qu'on retrouve sur la planète. Et cette forêt tropicale amazonienne est vraiment très, très riche. Et lorsqu'on prend les croisières à partir d'Iquitos ou à Iquitos même, il y a plein d'excursions qu'on peut faire dans la nature pour découvrir la faune et la flore. Donc, c'est vraiment spectaculaire.
Et maintenant, la dernière région dont je vais vous parler, c'est le département Amazonas avec sa ville qui s'appelle Chachapoyas. C'est la nouvelle destination, un peu la destination à la mode. Et Chachapoyas, c'est le nom d'une culture qui a habité, qui s'est développée dans ce secteur du Pérou. Et puis, il y a une forteresse très importante dans ce secteur-là qui s'appelle la forteresse de Cuelap. La forteresse de Cuelap, c'est un petit peu le Machu Picchu du Nord. C'est une forteresse qui a été construite il y a plus de 1000 ans, donc bien avant la civilisation Inca, et elle est située à 3000 mètres d'altitude. Il y a quelques années, c'était quand même très difficile d'y accéder. Maintenant, en partant de Chachapoyas, quelques heures de route, on sera à un village. Et à partir du village, il y a 2 ans, le gouvernement péruvien a construit un téléphérique qui fait en sorte qu'on peut se rendre de ce village-là qui est au pied de la forteresse de Cuelap à peu près en 20 minutes. Avant, ça prenait des heures et des heures en voiture ou les gens qui faisaient des treks, ça prenait quand même un bon bout de temps pour s'y rendre. Maintenant, avec le téléphérique qui est tout à fait moderne, ben, c'est beaucoup plus facile d'accès. Et encore là, ben, les gens qui ont déjà vu Machu Picchu, qui ont connu les circuits classiques, qui ont vu plus le sud, ben, c'est vraiment un endroit intéressant à visiter. Puis aussi, pour les gens qui aiment le tourisme d'aventure, il y a des chutes dans les environs, le paysage est vraiment spectaculaire. Donc, c'est vraiment une nouvelle région à découvrir au Pérou. Je pourrais vous parler du Pérou pendant des heures de temps. Il y a tellement de choses à voir, à faire et à découvrir. Je pense que ce qui est important de se rappeler que c'est une destination gastronomique par excellence. C'est une destination qui a énormément à offrir au niveau de la nature, énormément aussi à offrir au niveau de la culture, que ce soit au niveau de tout l'architecture coloniale, que ce soit avec les sites archéologiques incas et les sites archéologiques des civilisations anciennes. Et pour les gens qui aiment le tourisme, le tourisme d'aventure, ben on a plus de 1000 rivières pour les gens qui veulent faire du rafting, du canyoning, pour les gens qui veulent faire de l'équitation. On a des sentiers à profusion pour tous les niveaux, que ce soit des niveaux experts aux gens qui veulent des sentiers qui sont relativement faciles. Donc, pour faire de la randonnée, c'est vraiment fantastique avec différents climats, différents paysages en plus, que ce soit des paysages désertiques, des paysages de montagne, des montagnes enneigées ou que ce soit vraiment dans la brousse, pas dans la brousse, mais dans la forêt tropicale amazonienne. Donc, le pays a énormément à offrir. Pour mieux le connaître encore, ben, il y a un site avec un programme de spécialistes. Si vous voulez devenir spécialiste du Pérou, vous pouvez faire le programme, c'est peruagent.com. Vous pouvez faire le programme en français, donc c'est vraiment pratique pour ça. En faisant le programme, ça vous donne plein d'outils de vente, des brochures en français, des magnifiques cartes. Ça vous donne accès à des images, des vidéos. Il y a plusieurs vidéos en français. Et il y a le site officiel aussi pour les consommateurs qui est peru.travel sur lequel vous pouvez aller. Puis d'ailleurs, si vous avez la chance, allez-y aujourd'hui. J'aurais voulu vous montrer une vidéo, mais des fois, c'est un petit peu saccadé lorsque c'est fait sur ce genre de plateforme-ci. Donc, allez voir les vidéos tout de suite en allant sur le site, vous cliquez et vous avez une belle vidéo générale du Pérou. Puis ça va probablement vous donner le goût d'aller en voir plus et puis faire le programme de spécialiste. Je vous remercie infiniment. J'espère que cette présentation a pu vous donner le goût du Pérou, vous aider à mieux le faire connaître. Et puis, ben, je suis là pour vous. Si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, je suis prête pour les questions, s'il y en a qui ont des questions. Et encore là, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, René, pour la belle présentation. Écoute, j'ai la chance d'avoir une amie péruvienne et cet été, pour la première fois, elle nous a préparé un repas traditionnel péruvien qui couvrait différentes régions du Pérou. Ça m'a rappelé ça. Je goûtais ce souper-là avec grand bonheur. Ah oui, Il y a des j'imagine. oui.
Il y a des questions qui se sont ajoutées dans le chat. Donc, ceux qui ont accès à un micro, vous pouvez toujours lever votre main pour qu'on puisse ouvrir votre micro. Donc, j'ai Claire Godin qui demande s'il y a un endroit recommandé pour l'achat d'un permis de trek. Et est-ce que c'est obligatoire d'être accompagné par un guide lorsqu'on fait du trek? Il y a plusieurs treks au Pérou, de un. Si on veut faire le chemin de l'Inca, le fameux Inca Trek, qui est le plus connu au Pérou, ça prend un permis. C'est vraiment un des seuls où est-ce que ça prend un permis. Donc, en allant sur notre site web, c'est possible d'accéder justement au site pour acheter le permis. Sinon aussi, lorsque vous achetez à travers soit un tour opérateur ici au Québec ou si vous achetez à travers une agence réceptive au Pérou, ils peuvent inclure à l'intérieur de leur forfait le trek. Donc, eux s'occupent de cette portion-là d'acheter les permis. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Sinon, il y a à partir de notre site web, si vous allez sur peru.travel, vous pouvez aller chercher et acheter les permis directement pour le Inca Trek. Pour les autres treks au Pérou, il y a certains endroits où est-ce que vous devez avoir un guide, puis il y en a d'autres où est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir de guide ou en fait c'est pas obligatoire. Donc, j'espère que ça répond bien à votre question. Je crois que oui. On a Christiane Van Gert qui te remercie beaucoup pour cette magnifique présentation. Ghislaine Laforêt qui dit merci, excellente présentation. Caroline Pépin nous demande si c'est sécuritaire à Lima. Est-ce que c'est une ville sécuritaire? Comme dans toute grande ville, il faut toujours faire attention. Même à Montréal, je pense qu'il y a des secteurs où est-ce qu'il faut faire plus attention la nuit si on va se promener. Je pense que c'est important de se promener sans être trop sans trop avoir de choses ostentatoires, si on peut dire. Parce qu'en général, la ville de Lima, c'est une ville qui est moderne. Il y a tout un secteur de Miraflores où les gens vont. Il y a quand même beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de gens dans ce coin-là. Il y a beaucoup de restaurants, de boutiques. Le secteur de Barranco, qui est vraiment la place, je dirais, le nouveau secteur qui est en train de se développer. Là, un peu. Nous, on a notre plateau. Eux, ils ont leur secteur de Barranco aussi avec des restaurants. Qui est intéressant. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de tourisme dans ce coin-là, donc on n'a pas vraiment à avoir peur, mais c'est sûr qu'il y a des secteurs où est-ce que, bon, faut faire un petit peu plus attention, mais c'est souvent les secteurs qui sont pas nécessairement très touristiques. Donc, quand on reste dans l'enceinte plus touristique, il n'y a pas de problème. Caroline nous demandait aussi comment on voyage entre Lima et Ica. Est-ce qu'on peut le faire en train? Entre Lima et Ica, généralement, c'est par la route. C'est la meilleure façon de le faire en circuit, en autocar. Parfait. On a Claire Godin qui nous revient avec une question pour le trek. Est-ce qu'il y a des auberges le long du Inca Trek? Le Inca Trail, vous pouvez le faire en tente, mais il y a aussi de l'hébergement. C'est pas des hôtels, évidemment, là. C'est des petits lodges. Merci. On a Lydia Fournier. Combien de temps à l'avance on doit prévoir pour l'achat du pass pour faire du trek? Pour le chemin de l'Inca, en particulier, il y a beaucoup de demandes. Et la période de haute saison au Pérou, c'est le mois de juillet et août. Donc, si on est pour aller pendant la haute saison de juillet et août, je dirais qu'au moins 6 mois à l'avance pour acheter le permis. En dehors de ça, là, si on va entre le mois mai-juin ou septembre-octobre, je dirais peut-être 4 mois d'avance, mais encore là, ça dépend toujours de la situation. Là, c'est sûr que le tourisme va recommencer un petit peu plus lentement, mais il reste qu'il faut rester à l'affût parce que c'est ça, les périodes de pointe. La plus haute période, c'est juillet-août, puis après, la saison un peu moyenne, ça va être mai-juin, septembre-octobre, qui sont vraiment des bonnes périodes pour voyager parce que
il n'y a pas trop de monde, mais c'est quand même, la température est vraiment idéale. Parfait. On a des questions sur le Machu Picchu. Claire Godin nous demande le meilleur mois pour aller au Machu Picchu. Je dirais presque toute l'année, sauf peut-être autour du mois de février. Puis quand je parle de mois de février, je me réfère particulièrement à l'Inca Trail qui mène au Machu Picchu. L'Inca Trail est fermé au mois de février parce que c'est pluvieux, puis il peut avoir un peu, les sentiers peuvent être un peu boueux. Donc, c'est sûr que nous, ce qui est notre période, ce qui est leur période d'été, qui va s'étaler à peu près du mois de novembre, décembre jusqu'au février-mars, ben, il peut avoir un petit peu de pluie. Et vraiment, l'idéal, si on veut parler des mois idéaux pour voyager, ben, au Machu Picchu en particulier, mai-juin, septembre-octobre. Et puis, vraiment, le mieux encore, c'est juillet-août. Puis juillet-août, ben, tout le monde veut y aller en même temps. Donc, mais le pays est tellement un grand pays. Si on parle pas juste de Machu Picchu, généralement, on va à Machu Picchu une journée. Puis si on part en voyage au Pérou, on va probablement y aller pour 2 semaines. Donc, dépendamment du secteur où on va, le reste de l'année, je veux dire, on peut visiter, puis la température est vraiment toujours agréable. Ben, je pense que tu viens de répondre à la question de Coralie Blanchette qui nous demandait si on peut faire l'ascension du Machu Picchu en une seule journée. Ben, on peut faire. Oui, ben, je veux dire, si on arrive au Machu Picchu directement, il y a des sentiers sur place. Et normalement, les gens vont. Ben, c'est parce que j'essaie de comprendre sa question. Parce que lorsque les gens arrivent au Machu Picchu, en fait, ils arrivent à Aguascalientes et puis de là, ils peuvent soit aller à pied d'Aguascalientes jusqu'en haut. Ils peuvent le faire dans une journée sans problème. Généralement, les gens prennent le bus. Ils font le 20 minutes en bus en zigzag pour arriver jusqu'en haut. Puis là, ben, une fois en haut, il y a aussi des treks qu'on peut faire, mais ces treks-là doivent être achetés d'avance et c'est contingenté aussi. C'est des petits treks, là. C'est des treks de quelques heures. C'est plus des randonnées, en fait. Donc, Coralie, si ça ne répond pas à ta question, n'hésite pas à lever ta main si tu as accès à un micro ou encore à reposer ta question avec un peu plus de détails, mais je pense que ça répondait. On a Sylvie Gagnon qui nous demande si c'est possible de faire une location de voiture et de se faire un beau circuit à la carte au Pérou. Il y a moyen de se louer une voiture et de faire un circuit intéressant au Pérou, mais ça dépend où on veut aller. Parce que je vais juste donner une idée. La plupart des gens veulent voir Machu Picchu s'ils sont jamais allés au Pérou. Pour aller à Machu Picchu, je louerais pas une voiture à partir de Lima pour aller jusqu'au Machu Picchu en passant par Cusco. C'est à peu près 1200 kilomètres de route, mais ça prend environ 24 heures en voiture. En avion, ça prend 1 heure. Donc, il n'y a pas trop de monde qui vont louer une voiture pour aller, pour arriver à Lima pour se faire leur propre circuit en voiture. Je pense que il y a tellement d'options sur place, c'est déjà très, très bien organisé que des fois, louer une voiture, ça devient plus compliqué, puis des fois, on fait de la route pour rien. Par contre, quelqu'un qui veut faire juste le nord du Pérou puis rester sur la côte où est-ce que c'est pas trop montagneux, et reste sur la Panaméricaine, ça peut se faire quand même assez bien, mais ça dépend vraiment quel secteur on veut visiter. Conduire en montagne, c'est toujours plus long pour aller du point A au point B. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on va au Machu Picchu, les gens vont faire la vallée sacrée en autocar. Ils vont arrêter à Ollantaytambo où la route s'arrête, puis de là, ils prennent le train. Donc, louer une voiture, ça serait peut-être pas nécessairement pratique dans ce cas-là. Ça peut être encombrant. Oui, exactement. Je pense que ça répondait bien c'est justement, elle parlait du Nord, Sylvie, comme quoi ça pourrait être intéressant peut-être en voiture.
Oui. Lydia qui donne dessus des bons commentaires, super webinaire, beaucoup d'informations très pertinentes. Merci pour les bons commentaires, Lydia. C'est encore temps, si vous avez des questions, levez vos mains, on va ouvrir vos micros ou vous les posez dans le chat. Pour l'instant, je n'ai plus rien. Alors, une dernière chance pour vos questions. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Non. Ah oui, voilà. Alain Fortin qui nous demande combien peut coûter un vol de Lima vers le Machu Picchu? Ça dépend, c'est tellement difficile. Ça peut peut-être varier entre 50 et 150 $. Puis c'est pas un vol entre Lima et Machu Picchu, ça va être un vol entre Lima et Cusco. Cusco. Parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage au Machu Picchu. On part toujours de Cusco pour aller à Machu Picchu. On peut soit prendre le train à partir de Cusco pour aller directement à Machu Picchu Pueblo, qui s'appelle aussi Aguascalientes, ou on fait la vallée sacrée en autocar, on va jusqu'à Ollantaytambo et là, on reprend ce même train-là, mais à mi-chemin pour faire la dernière partie et arriver à Aguascalientes. Sylvie demande une idée de prix pour le train dans les deux catégories. Encore là. C'est difficile. Il y a deux compagnies ferroviaires. Il y a le Peru Rail puis il y a Inca Rail. Donc, je dirais d'aller voir sur les sites web parce que chacun a plusieurs catégories. Ça devient compliqué puis ça dépend des dates. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment d'aller voir sur les sites Peru Rail et Inca Rail. Parfait, merci. Dernière chance pour les questions. Une fois, deux fois. En attendant, merci beaucoup, Anne, de nous avoir fait voyager et sortir de cette journée un peu nuageuse, mais je vois que derrière toi au Pérou aussi, Ah oui, il y a un peu de nuages. On a un petit peu de nuages, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de ciel bleu. Mais merci beaucoup. J'ai juste le goût de dire quand est-ce qu'on part. Ouais, tout à fait. On a tous hâte de partir. Il y a il y a déjà des gens qui peuvent visiter, comme je disais, la ville de Cusco, Machu Picchu et toute la vallée sacrée avec le Safe Travels. Ils ont le saut, donc en fait, on pourrait déjà être en train de visiter ce secteur-là. Ça me fait penser au canal Évasion, il y avait des émissions dédiées à l'émission Avec ou sans cash. Justement sur le Pérou, il y avait Cusco, Lima, je me souviens en tout cas. Allez voir ça sur Canal Évasion, Avec ou sans cash. Il y avait une émission sur le Pérou. Vous allez le voir en images. Donc voilà pour les questions. J'ai plein de remerciements qui apparaissent en bas de l'écran. Donc merci René pour la présentation. Ça me fait Et plaisir. oui, Je voulais vas-y. juste ajouter, tu parlais d'émissions. Il y a sur Netflix une émission qui s'appelle Down to Earth. Et puis, je pense il y a différentes programmations, là. C'est-à-dire différents épisodes. Et puis, il y a 2 épisodes qui sont dédiés au Pérou. Un qui est sur Lima. Ça parle de gastronomie. Ça parle des 3-4 000 sortes de pommes de terre qu'on retrouve là-bas. Ça parle de la biodiversité. Et il y en a un autre qui est sur Iquitos. Donc, on voit l'Amazon. C'est vraiment magnifique. Et puis, c'est différents angles, évidemment. Mais lorsqu'on va sur le site de Peru.travel, on voit tout de suite une magnifique vidéo. Là, ça donne l'eau à la bouche, ça donne le goût de partir. Puis pour oublier la grisaille d'aujourd'hui, ben, ça peut faire du bien aussi. Effectivement. Donc, merci encore, René, pour la présentation. Pour les clients qui étaient avec nous, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Aquaterra, Voyage Synergia pour concrétiser votre voyage rêvé au Pérou. Pour les conseillers, René est là pour vous aider si jamais vous avez besoin. Merci à vous à la maison d'avoir été là avec nous pour ce dîner. Je vous dis à bientôt.
Merci, René. Je te dis à toi aussi à bientôt. Je te souhaite le meilleur pour 2021, la santé, surtout la santé pour toi, Également. tes proches. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.